Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Power Camp, épisode hors série du Power Show aujourd'hui. Pourquoi hors série? Parce que je suis pas accompagné de mes compères aujourd'hui, Marin et Louis. Je suis avec Alex Bertrand, donc un ami et un collègue de travail depuis bientôt 5 ans je crois. Le thème du jour, c'est la préparation physique, l'entraînement pour les forces opérationnelles. La culture CrossFit et les WOD Heroes tout simplement, et on parlera bien évidemment, forcément on est obligé, un petit peu d'humeur, sachant que si vous suivez la chaîne vous savez qu'on a créé une programmation dédiée pour se préparer à cet effort qui est, je pense, une super épreuve si on veut avoir une bonne condition physique générale. Voilà. Et pourquoi aussi c'est un hors-série? Parce que certes, il va y avoir un côté podcast, donc vous pouvez juste garder la vidéo dans vos oreilles, mais il y aura aussi un gros travail d'insertion, etc. Donc là, je regarde Paul, voilà, ça ce sera ton job. Donc voilà, on va mettre beaucoup d'inserts, beaucoup de vidéos pour illustrer un petit peu nos propos pour que ce soit plus sympa, plus chouette à regarder. Du coup, Alex, merci. Alors, faut savoir qu'Alex, il est assez discret. C'est ça, il a un tempérament très calme, très discret. C'est dur de le mettre devant une caméra, donc déjà, on est content. On avait déjà tourné quelque chose ensemble, il me semble. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on avait fait ça? À peu près 2 ans et demi, 3 ans? 2 ans, je pense. Ouais, et on a tourné un podcast ensemble. À peu près sur les mêmes thématiques, mais c'était beaucoup plus axé sur ta carrière militaire. Et après, il nous avait dit finalement, je préfère que ça sorte pas. Donc voilà, c'est pour vous montrer le niveau de discrétion, parce qu'à l'époque aussi, c'était peut-être encore un peu trop tôt par rapport à la sortie. Ouais, déjà c'était quelque chose de vraiment nouveau pour moi, de m'exposer au réseau de cette manière-là. Donc c'était très compliqué déjà psychologiquement de le faire, parce que c'était à l'inverse de ma vie militaire. Et puis ouais, ça faisait juste 3 ans que j'avais quitté l'armée. Là maintenant c'est un peu plus derrière moi, j'ai plus de recul et plus de facilité, on va dire, à m'exposer un petit peu au réseau. Ouais, donc pour ceux qui suivent la chaîne, pareil, on avait fait une vidéo sur les gammes athlétiques ensemble, donc si vous voulez aller la voir, c'est super intéressant et ça s'intègre justement dans ce fameux programme pour le MEUR dont on va un petit peu parler. Donc là, maintenant t'es coach sportif, ça va faire 5 ans, il a fait son stage chez nous, Alex. Et on t'a gardé avec nous après le stage, et aujourd'hui en fait t'es à la fois coach indépendant, tu coaches du tout venant dans le sens où des gens qui veulent tout simplement juste se remettre en forme. Tu fais aussi de l'haltérophilie, donc en haltérophilie t'as quand même un niveau au moins fédéral, si c'est pas France. T'as déjà fait les France? Non, jamais les France. Jamais. Je les ai fait à l'entraînement, les minima. Ouais. Mais jamais qualifié aux France. Voilà, jamais qualifié aux France. Donc voilà, un niveau en haltérophilie, tu t'occupes des cours d'haltéro avec Louis, donc t'as quelques heures chez nous. Et après, c'est cela dont on va parler aujourd'hui. Tu fais aussi de la préparation pour les gens qui veulent intégrer certains corps d'armée, donc comme les forces spéciales ou même, je pense, des régiments peut-être un peu moins prestigieux, mais en tout cas, ou même des forces pompiers, etc. Tout à fait. Voilà. Ouais. Forces de l'ordre, pompiers, tout ce qui s'assimile au service opérationnel, tout simplement. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu faisais avant d'être coach? Voilà. Avant d'être coach, j'ai passé moi de mes 18 ans jusqu'à mes 28 ans dans l'armée. Ça a été 10 longues années de service et je me suis engagé juste après mon bac. Donc c'était un rêve depuis tout jeune, hein. J'avais, je pense, depuis mes 12-13 ans, c'était quelque chose que j'avais en tête. Et je l'ai concrétisé à la sortie du bac. J'avais 17 ans et demi. Et je me suis engagé, je me suis lancé. Bon, je savais pas du tout où j'allais au début. Ok, t'avais pas de régiment en particulier, tu voulais juste être dans un corps d'armée. Non, en fait, c'était plus compliqué. Je pensais que les unités spéciales, les unités difficiles n'étaient pas accessibles à cet âge-là. Et on me l'a appris quand je suis allé au recrutement. Parce qu'à l'époque, c'était plus compliqué d'obtenir des informations sur le monde militaire. C'était en 2010. Donc c'était pas facile d'avoir des informations sur l'intérieur de l'armée. Et c'est quand je me suis présenté au recrutement que là on m'a dit écoute, c'est possible, il y a du recrutement direct. Et là mon dossier était bon. En fait au début tu passes 3 jours de test au CSO, le centre de sélection et d'orientation de l'armée de terre. Et à l'issue de ces 3 jours, ils m'ont dit t'as un bon dossier, pourquoi tu tentes pas les forces spéciales? Au début j'avais demandé un régiment parachutiste, donc dans les forces qu'on appelle conventionnelles. En gros, c'est 90% du monde militaire, de l'armée française. C'est les forces traditionnelles. Et après, il y a aussi 5 à 10% qui constituent les forces spéciales. Ok. Et donc, t'as passé tes classes. Tu passes tes classes d'abord, hein, c'est ça? Ouais. Tu passes tes classes à 18 ans.
Ouais, j'avais pas encore 18 ans, je crois. J'avais encore 17 ans et demi. Tu peux t'engager à 17 ans et demi. Dans l'armée française, tu peux t'engager à 17 ans et demi. Et donc, à cet âge-là, j'ai commencé mes classes en septembre. Donc, tu as 3 mois de classe. Donc là, moi, c'était au sein d'un régiment de forces spéciales spécialisé dans le renseignement qui s'appelle le 13e RDP. Et tu fais les mêmes classes que tous les autres régiments quand non, tu es encore dans la classe, il y a déjà des spécificités. C'est des classes forces spéciales, mais en réalité, elles sont un petit peu plus dures. Il y a quelques spécificités par rapport à des classes traditionnelles, mais ça reste apprendre à être un bon militaire. Ça sert à rien. Tu peux pas devenir un opérateur des forces spéciales si déjà tu n'es pas un bon militaire. Ok. Tu commences par la base. C'est une surcouche en fait. Voilà, c'est ça. Et donc quel régiment tu nous as dit, c'est le 13e, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux détailler, je sais que c'est pas forcément évident à faire, mais expliquer un petit peu quel est le rôle de ce régiment? Est-ce qu'il y a d'autres régiments de forces spéciales et quel est leur rôle, etc. Oui, dans les limites du raisonnable. Non, mais de toute façon, je me doute que tu es habitué à ça. De toute façon, je donnerai rien qui soit pas accessible sur Internet. Il suffit de faire un petit travail de recherche. Le 13e RDP, c'est un régiment de dragons parachutistes, régiment de l'arme cavalerie. Et donc, ce qui est intéressant sur ce régiment, c'est qu'il est spécialisé dans la recherche de renseignements. Donc, obtenir des informations sur l'adversaire, ou sur le contexte autour d'une crise, par exemple, pour obtenir un effet décisif quand il y a l'action directe sur le terrain. Ok. Donc on a des régiments spécialisés dans le renseignement, des régiments spécialisés dans le domaine action, ce qu'on appelle les groupes action. Et ça, c'est plutôt le premier, non? Si je dis pas de bêtises. Dans l'armée de terre, c'est le premier PIMA, okay, qui est situé à Bayonne. Et après, on retrouve aussi dans l'armée de l'air, on a les CPA, commandos parachutistes de l'air, 10, 20 et 30. Dans la marine, on a les commandos marins. Donc on en entend souvent parler. Hubert, c'est le plus prestigieux, le plus difficile à atteindre, le commando Hubert. Et après, on a aussi Trépel, Jobert et tout un tas de commandos, ils sont très nombreux, qui font partie des forces spéciales de la marine. Ok. Voilà. Après, dans l'armée de terre, je pourrais détailler un peu plus. Il y a aussi, on retrouve dans chaque armée, on retrouve les régiments de transport des forces spéciales. Par exemple, on a le 4e RHFS. En France, c'est les pilotes d'hélicoptères des forces spéciales. Ok, d'accord. Voilà, qui sont chargés de nous appuyer ou nous transporter sur le terrain. Ok, et donc tu as fait ça pendant 10 ans. Ma question, c'est est-ce que c'est une carrière normale dans ce type de régiment, ou est-ce que c'est une carrière plutôt courte, ou voilà, ça sort pas des sentiers battus? Je dirais que c'est une carrière de durée moyenne, okay, à peu près. Je pense que dans cette génération-là, ça doit être autour des 10 ans, je pense. C'est plus difficile de fidéliser sur le long terme, étant donné qu'on a beaucoup plus de stimuli externes par rapport à avant, et de possibilités, je pense, que nos anciens. Et puis le rythme est quand même costaud, hein. C'est une vie quand même très rythmée, une vie de passion qui épuise, qui fatigue les corps aussi. Donc il faut pouvoir tenir sur la durée. Moi, en l'occurrence, c'est mon corps qui a lâché. Je me suis fracturé les cervicales. C'est ça qui t'a fait C'est une des raisons, oui. Okay. C'est la raison principale. Pourquoi? Parce que je faisais de la chute à haute altitude. J'étais chuteur opérationnel. Et le problème dans l'armée, c'est qu'il y a une règle. Si tu te fractures les cervicales, si tu as une opération sur le rachis cervical, tu ne peux plus sauter en parachute. D'accord. Moi, j'ai du matériel au niveau des cervicales. Et donc j'ai décidé de me reconvertir. Je trouvais que c'était une bonne période. Aux alentours des 30 ans, t'es pas encore complètement conditionné. Et la reconversion est beaucoup plus simple. J'ai passé 10 ans, j'étais encore jeune, plus facile de repartir, faire des études et repartir sur un nouveau cursus. Oui, c'est vrai que je me rappelle à l'époque, quand on s'est rencontrés, on en avait un petit peu parlé, et tu m'avais dit qu'en fait, tu avais vu certains de tes collègues avoir beaucoup de difficultés, ou en tout cas plus de difficultés à se réinsérer, passer un certain âge, et que tu voulais pas te retrouver dans cette même situation, parce que c'est vrai que le monde civil et le monde militaire, voilà, je pense qu'il y a vraiment, des fois ça doit être le grand écart sur certaines notions, sur certaines valeurs, sur certaines manières de fonctionner. Donc je me rappelle, tu m'en avais parlé un petit peu. Ouais, bien sûr, c'est le problème principal, c'est qu'on cultive pas le même système de valeurs. En tout cas,
on essaie à l'armée de cultiver ce système de valeurs d'une manière exacerbée, surtout dans les forces spéciales où on travaille en toutes petites équipes. Donc il faut que l'esprit de cohésion, l'esprit de corps, le jusqu'au boutisme, le perfectionnisme, il y a plein de notions qui sont l'honneur, la fraternité. Il y a toutes ces notions-là, c'est vrai qu'on les retrouve pas spécialement dans le civil, sauf quand on a la chance de travailler dans des milieux particuliers. Et quand tu as passé, par exemple, on a certains anciens qui ont passé 20, 25 ans en toutes petites équipes avec des gens triés sur le volet, où en réalité tes collègues, c'est plus tes frères que des collègues de travail. Tu les vois pas comme des collègues, tu les vois plus comme des frères. C'est difficile de basculer dans le monde du travail, dans le monde civil, où les gens sont un peu plus tournés vers eux-mêmes et où c'est pas le même système de valeurs et de rigueur que tu retrouves. Donc il y en avait qui avaient du mal à se reconvertir. Ouais. Mais même pour moi, ça n'a pas été évident au début. Mais je me rappelle au début, forcément, tu as très vite commencé à travailler avec nous parce que tu as fait ton stage, ça s'est super bien passé. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque, on avait pris d'autres potes à nous en stage et on s'était dit, bon, c'était pas une super expérience, c'est pas facile. Hein. Je fais un petit aparté entrepreneurial. Enfin, je sais pas si je peux parler d'entrepreneurial, mais en tout cas, quand on a une société et qu'on veut travailler avec ses potes, qu'on veut embaucher, ou faire travailler des amis, c'est pas toujours évident parce que la frontière est un peu délicate et si vous n'avez pas quelqu'un en face de vous qui sait un peu se manager, vous allez avoir du mal à le faire aussi. Et je me rappelle, là, j'avais dit aux gars, bon, l'exception ce sera Alex et aujourd'hui ça se confirme parce que t'es encore avec nous. Qu'est-ce que j'allais dire, oui, et surtout je me rappelle qu'à l'époque on parlait déjà un peu de ça et je me rappelle, je t'avais dit, Alex, tout n'a pas besoin d'être carré pour que ça marche. Je me rappelle, je t'avais dit, il y a le flou artistique des fois peut dégager des choses extraordinaires dans l'entrepreneuriat, etc. En fait, le fait d'être hyper rigoureux, c'est bien, c'est une qualité, mais c'est pas toujours ça qui amène le meilleur résultat. Et surtout, voilà, ça dépend aussi des aptitudes de chacun, etc. Et c'est sûr qu'au début, c'est un peu dur. Et puis je me rappelle aussi, on avait Rémi, un autre militaire d'ailleurs, un autre force spéciale aussi. Ouais, si je dis pas de bêtises, voilà. Il était au premier. Lui, il était au premier en l'occurrence. Donc on avait 2 stagiaires, 2 anciens forces spéciales à l'époque, c'était génial. Et en fait, je me rappelle, il faisait des programmations de manière entre guillemets bénévole. Il était en stage, donc il est en phase d'apprentissage pour des nanas de la salle. Il faisait des prog booty, je me rappelle. Et il était extrêmement touché quand les gens ne faisaient pas les programmations. Parce qu'il voyait ça comme quelque chose de déloyal, etc. Et en fait, j'ai dû lui expliquer qu'en fait, il est dans même si c'est dur à accepter pour lui, sa programmation c'est inconsommable. Les gens ils consomment sa programmation et c'est comme de la même manière que quand t'as iPhone, vous un téléphone, c'est à vous de décider comment vous allez l'utiliser. C'est pas iPhone qui va venir vous dire non, en fait tu utilises telle appli, j'ai mis telle appli dedans, tu t'en sers jamais. Donc c'est vrai que c'était un peu dur. Ça limite plus c'était dur pour lui que pour toi d'ailleurs, je trouve. Au final. Ou alors je sais pas, peut-être que tu l'as plus caché, mais. Après moi c'est vrai que j'en fais pas état, mais non, c'était pas évident. Hein. C'était pas évident. Le transfert et le changement de monde, entre guillemets, a pris du temps. Je pense qu'il m'a fallu une bonne année d'adaptation. Ok. Ouais. Et alors, ma question maintenant, c'est quoi le meilleur sport est-ce qu'il y a un sport pour rentrer dans les forces spéciales ou aller à l'armée où on peut y aller les yeux fermés, on fait ce sport-là et puis c'est. Je dirais pas qu'il y a un sport. Je dirais qu'il y a une vision de l'entraînement à avoir, quand même. C'est surtout basé autour de la fonctionnalité, même si maintenant c'est un peu un terme fourre-tout. Au nom de la fonctionnalité, on va essayer de sortir des exercices qui soient les plus proches du mouvement réel, mais en réalité qui créent peu d'adaptation. Donc c'est toujours le juste milieu, trouver un bon mix entre l'importance du stimulus qu'on apporte au travers de l'exercice qu'on choisit et la fonctionnalité de cet exercice, le fait qu'il va avoir un impact sur la capacité physique réelle dans une situation, dans un contexte opérationnel. Alors justement, ma question c'est quels sont les besoins de quelqu'un qui est en opérationnel ? C'est quoi ses besoins ? Et sachant que j'imagine que forcément il y a des spécificités en termes de régime. On va dire, on va parler de ce que tu connais et surtout peut-être des demandes que toi tu as. Parce que je sais que tu suis entre 2 et 5 personnes sur ces sujets-là à peu près tous les ans. Ouais. Donc voilà, c'est quoi leurs besoins en général ? C'est sur quoi que tu vas travailler ? En fait, moi déjà je me distingue un peu de la préparation classique, de la préparation physique. Moi, c'est plus un mentoring que je leur fais qu'une préparation physique. Donc, j'axe beaucoup plus le travail, mais ça, c'est ma vision des choses. Je pense que c'est celle qui permet les meilleurs résultats dans ce genre
de souhait. Quand on souhaite intégrer une unité spéciale, à mon avis, si on ne se concentre que sur l'aspect physique, on commet une grave erreur, puisqu'en réalité, il n'y a rien qui nous différencie au niveau physique des meilleures unités conventionnelles, type les unités parachutistes, les légionnaires, dont vous entendez souvent parler, et pareil pour ceux qui préparent dans la police des groupes d'intervention. Entre deux groupes d'intervention, globalement, ils ont des très bons niveaux physiques. La seule chose qui distingue les unités spéciales d'une unité conventionnelle, c'est la tête, c'est l'intelligence de situation et la façon en fait de retransmettre des informations ou des capacités techniques dans un environnement difficile, sous stress, sous fatigue avancée et avec souvent des efforts physiques importants. Je me rappelle, pareil, c'est une discussion qu'on avait eue il y a très très longtemps. Je t'avais demandé un peu, en fait ma question était un peu posée de la même manière. Je t'avais dit c'est lesquels qui s'en sortent le mieux à l'armée dans les forces spéciales. Est-ce que c'est des crossfitters, est-ce que c'est des coureurs, etc. Et tu m'avais répondu, tu sais mec, après 12 heures de marche avec 40 kilos sur le dos, tout le monde a mal pareil. Ouais, en fait tout le monde est au même niveau. ce qui fait la différence, c'est la tête, quoi. Je me rappelle très très bien. Ouais, complètement. Donc, je sais même pas si tu m'avais pas dit un sac de 80 kilos, je sais plus, mais tu m'avais dit un truc, je m'étais dit bon. Ouais, en gros, les sacs les plus lourds qu'on portait, ça pouvait aller jusqu'à 60 kilos en général. Ouais, 60 kilos. Et au total, si tu comptes tout le matériel, armement, casque, gilet pare-balles, on pouvait avoir jusqu'à 80 kilos sur le dos. Ouais. Ouais. Bah, tu m'avais dit, ouais, au bout d'un moment, en fait, tout le monde est sur un pied d'égalité, quoi. Ouais, voilà. À partir d'une certaine durée d'effort, en fait. Et comme ces efforts, ils dépassent toujours cette limite-là. Ouais, c'est ça, en fait, tout est fait, notamment durant la phase de sélection, pour te pousser dans tes retranchements les plus profonds, pour voir vraiment qui tu es, parce que c'est très facile de travailler avec un masque en permanence et de cacher ses capacités, ses faiblesses, sa vision des choses. Quand tout va bien, que tu n'es pas sous fatigue, sous stress, tu montres autour de toi un masque de la personne que tu veux montrer. Une fois que tu es complètement laminé, fatigué, meurtri par le sac, la longueur, les instructeurs qui te mettent la pression en permanence, là tu remets tout à zéro et tu n'as plus de barrière en fait. Donc là on fait apparaître la vraie personne, celle que tu as au fond de toi, et c'est cette personne qui nous intéresse. Ok. Et ensuite, à partir de cette personne, on voit si elle a le potentiel pour aller au bout ou pas, et on essaie de la façonner, mais de façonner sa personne profonde, pas sa personne superficielle. T'as déjà participé un peu, toi, au recrutement, d'ailleurs ? Ouais, j'ai fait quelques phases de recrutement. Ok. J'ai participé, même à la fin de ma carrière, je travaillais en tant qu'instructeur, dans un domaine spécifique, là, du régiment. Donc oui, j'ai participé, et d'ailleurs, c'est une phase hyper intéressante du métier, puisque tu revis un peu ce que tu as vécu, mais de l'autre côté. Et tu changes un peu de point de vue, tu te dis en fait, c'est pas qu'il était méchant, c'est pas qu'il m'en voulait, c'est simplement que lui, il est déjà en train de se projeter avec le futur opérateur que je serai ou que je ne serai pas. Et il est en train de se dire, est-ce que je pourrais lui confier ma vie, tout simplement. J'ai besoin de le façonner, j'ai besoin de lui faire confiance à 100% pour pouvoir lui confier ma vie et qu'il devienne mon frère d'armes. Donc forcément, les instructeurs, ils ont le mauvais rôle, mais en réalité, c'est jamais par méchanceté ou par désir de faire mal. Après, c'est simplement c'est un rite de passage, hein. Ça existe aussi à plus petite échelle en école de commerce. Moi, je l'ai vécu. Quand tu veux intégrer le bureau des élèves, et en fait, tu te fais énormément bisuter, t'es mis à l'épreuve, etc. Mais en fait, c'est pour voir si l'année prochaine, tu vas être capable de gérer l'école et les problèmes qu'il va y avoir, etc. Et d'être capable de gérer du monde, de gérer les imprévus, de créer un événement avec une super ambiance et de faire plaisir aux gens. Et en fait, ouais, bien sûr. Et puis voilà, et en plus, ce que tu acquiers dans la souffrance, tu le valorises beaucoup plus aussi. Parce que si tu arrives et en fait, tes classes, tu les as comme ça, tu as ton métier comme ça, non seulement tu risques de faire des mauvais recrutements, mais en plus, je pense que tu n'attribueras pas beaucoup de valeur à ce beau métier. Et enfin voilà, je pense que c'est un tout, mais c'est sûr que quand t'es dans le dur, c'est dur de pas en vouloir à l'instructeur, quoi. Ouais, c'est clair. Quand t'es dans le dur, dans tous les cas, t'en veux à la terre entière. Donc, ok. Bon, là, tu m'as dit, le plus important, c'est la tête, malgré tout, quand même. Il y a une base physique. Il y a une partie physique, et donc, je réitère un peu ma question. C'est quoi les besoins physiques d'un militaire en règle générale, ou alors si tu veux aller un peu plus dans le spécifique, et comment en fait moi je peux m'entraîner. Par exemple là, si je te dis
J'ai 17 ans et demi. Mhm. Je sais que j'aimerais bien faire mes classes là l'été prochain ou dans un an, dans 2 ans. Ok, ma tête pour la préparer, je peux faire des choses, mais Mhm. j'ai peut-être pas encore les armes pour le faire, les outils pour le faire. Par contre, là, je sais que je peux faire du sport. Qu'est-ce que je fais? À quoi je tends? Alors, à quoi je tends? Déjà, ça va dépendre de l'unité que tu prépares, ça c'est clair. Dans le cadre d'une unité des forces spéciales de l'armée française, ça va être de l'endurance sur les jambes, de l'endurance et de la force. En gros, il faut que... Donc, de toute endurance façon, musculaire et force max? voilà, force max, puisque c'est la capacité qui se développe Oui. dans les autres, qui ruisselle, en gros. C'est-à-dire que plus ta force max est élevée dans les jambes, plus ton air squat au poids du corps ou ta fente au poids du corps, moins elle va te coûter, tout simplement. Donc c'est un moyen de faire ruisseler les qualités et c'est surtout aussi un moyen, dans une situation extrême, de sortir d'une situation difficile. Donc la force max, on l'utilise très rarement, mais on en a besoin à la fois pour les contextes d'urgence et à la fois parce que c'est la capacité qu'il faut développer puisqu'elle ruisselle dans les autres. Si tu ne fais toute ta carrière que de l'air squat, parce que tu te dis, bon, bah, ça se transfère. De toute façon, c'est ce que j'aurais besoin de faire le plus souvent dans un contexte opérationnel. Tu vas manquer quand même un pan du développement parce que tu vas pas créer suffisamment d'adaptation et pour progresser justement sur les autres mouvements beaucoup plus faibles en termes d'intensité. Est-ce que tu as une idée du squat nuque moyen d'un mec dans ton régiment à peu près à l'époque? Le squat nuque, il n'a pas besoin d'être trop élevé. Et pourtant, on portait des sacs extrêmement lourds, les plus lourds de l'armée de terre. Donc, je dirais que en moyenne, au régiment, on devait être au moins à 120, 130, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Une moyenne. Et après, ça s'échelonnait entre 180, 190, 200. Et, oui, donc il y avait quand même des squats un petit peu sérieux quand même. De toute façon, la culture du développement physique, c'est quand même fondamental. Mais comme je dis, c'est pas primordial. Ça doit juste être une base de travail sur laquelle tu construis par-dessus des capacités techniques et des capacités intellectuelles. Mais oui, il faut développer son donc physique. Endurance musculaire et force max sur les jambes. Ensuite, exactement. Au niveau du haut du corps, il faut de l'explosivité, surtout. Explosivité, endurance musculaire également. De toute façon, l'endurance musculaire, c'est probablement la qualité numéro 1. Oui. Puisque c'est des efforts très longs. Après, ça dépend quand même un petit peu selon les unités. Mais même dans les unités action, qui ont un temps d'opération un peu plus court que les unités renseignement, il leur faut... Parfois, ils ont des contextes où ils doivent s'infiltrer quand même sur le long terme. Et dans le cursus de sélection, ils sont aussi poussés dans leur retranchement avec des marches extrêmement longues. Donc l'endurance musculaire, je pense que ça reste la base à tous les niveaux, sur le bas du corps comme sur le haut du corps. Mais pareil, toujours développer aussi sa force max et sa puissance notamment. En gros, la puissance, c'est celle qui va se corréler un peu plus aux situations opérationnelles parce qu'on va jamais bouger lentement pour bouger lentement. Un groupe action, quand ils vont devoir capturer quelqu'un, ils vont devoir être extrêmement explosifs. Ils font beaucoup de sports de combat. Dans les forces spéciales, ça reste une dominante principale, donc ça demande beaucoup d'explosivité, beaucoup de puissance. Donc autant se concentrer sur ce pan du développement plutôt que de passer trop de temps sur la force maximale. Il faut en faire un peu de force max, beaucoup de puissance et beaucoup d'endurance musculaire. Et j'imagine qu'il faut aussi de l'aérobie, hein. J'imagine qu'il y a un coup de travail en aérobie qui est fait. Ouais. Peut-être la course à pied. La course à pied, ça reste une composante principale. Ça va ponctuer tous les efforts militaires, pratiquement. Donc la course à pied, en gros, ce qu'on demande, c'est un niveau moyen, ça va être minimum 16 km/h de VMA. Ouais, donc c'est quand même, c'est pas un niveau incroyable, mais c'est pas non plus du débutant. C'est pas ce qu'on demande en BPGEPS, quoi. BPGEPS, on est on est à 9,5, je crois. Non, il faut être un bon sportif. Voilà. Il faut être un bon sportif et brasser. En fait, c'est comme si on faisait un diagramme avec toutes les capacités physiques. On peut prendre par exemple les 10 capacités du CrossFit. Et le diagramme, il doit être le plus large possible. Donc c'est pour ça que le CrossFit est très intéressant dans ce contexte-là. C'est qu'ils sont partis du principe de développer le plus de qualité physique possible. Je pense qu'il y a certains manques dans la méthode CrossFit qui sont problématiques par rapport au contexte opérationnel, mais globalement, ça t'apporte une base de travail qui est incroyable. En fait, c'était ma question d'après, c'est est-ce que quelqu'un qui veut
intégrer un corps d'armée peut aller s'inscrire dans une box de CrossFit? Est-ce que c'est judicieux, sachant qu'on le sait, si vous êtes vous-même pratiquant de CrossFit dans une box, vous savez, il y a énormément de policiers, de pompiers et de forces armées qui s'entraînent potentiellement dans votre salle. Donc, il y a un petit peu vous avez peut-être déjà la réponse, quoi. Et justement, donc, tu me dis que c'est bon, mais il y a des manques. Ces manques, c'est lesquels? À mon avis, les manques, ça va être tout ce qui est latéralité. Oui, ça c'est vrai. Donc, tout est dans l'axe en CrossFit. Hein. Ouais, latéralité, il y a pas de rotation, rotation, terrain instable. Voilà. En gros, pour un opérationnel, c'est le genre de milieu où tu évolues. Ce n'est jamais stable, ce n'est jamais en ligne droite. Et on a des rotations permanentes, notamment dans les situations, les contextes de tir, les situations de feu. Tu es obligé de faire des rotations en permanence avec tout ton corps pour prendre les informations. Et même les objets qui sont utilisés sont des objets qui sont pas rugueux du tout. Alors ce qui est bien maintenant, je pense qu'il y a plus de sandbags qu'avant. Je pense que les sandbags, par exemple, c'est un super outil parce que tu peux pas te positionner dans une super position avec ton dos bien fixé comme en deadlift ou en haltéro, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc oui, c'est un gros manque de la méthode de CrossFit, même si on creuse, il y en a un petit peu. Il y a un petit peu de rotation, il y a un petit peu de latéralité, mais ça reste marginal par rapport à une situation opérationnelle. Donc il faut quand même revoir un petit peu la vision, l'adapter pour se préparer, notamment les jeunes qui se préparent en autonome, qui font pas appel au service d'un coach. Il faut qu'ils aient vraiment ça en tête, c'est que s'ils restent uniquement dans leur salle, ils seront pas du tout adaptés à ce qu'ils vont vivre durant la sélection, puisqu'après, ils y seront quasiment plus justement dans la salle de sport. En contexte de sélection, okay. C'est tout le temps en extérieur, tout le temps en terrain instable, tout le temps en terrain varié, avec des prises variées. On n'est pas du tout toujours sur une prise pronation, et en plus, on va avoir des charges instables également. Ok. Justement, alors par rapport à la culture militaire, moi j'ai remarqué qu'aux États-Unis, et notamment en CrossFit, ils sont vachement imprégnés de cette culture. Ils sont vachement mis en avant, on va le voir un peu plus tard avec les Wodiro, mais de manière générale aux États-Unis on met vachement en avant les militaires. Tu vas avoir un match de football américain, souvent il y a un hymne, on rend hommage à un soldat décédé, on rend hommage aux troupes en règle générale. Nous ça reste quand même très anecdotique, on est bientôt le 14 juillet là où on filme ça, donc voilà, ça va être le 14 juillet, peut-être un peu le 15 août pour les forces aériennes. Mais voilà, j'ai pas du tout l'impression que ce soit présent dans la culture française de mettre en avant nos militaires. Donc ouais, j'étais curieux de savoir un petit peu si tu as un avis là-dessus ou si tu t'es déjà posé la question. C'est sûr que on préférait en tant que militaire, moi je me souviens à l'époque, j'aurais préféré sentir beaucoup plus de soutien de la nation. Ça n'a pas été le cas. Mais après, ça c'est... De toute façon, on n'y peut rien. On peut participer justement en faisant ce genre de podcast, ce genre de vidéo à améliorer les connaissances autour de l'armée et peut-être susciter quelques vocations. Mais je pense qu'en France, ça s'explique sur l'aspect de toute façon historique. C'est par rapport aux États-Unis, c'est qu'on a eu des sorties de guerre coloniale qui étaient compliquées. Donc, comme la guerre d'Algérie, par exemple, c'est sûr que... Donc, qui a dû diviser un petit peu le pays en fonction de si tu l'as mal vécu ou en tout cas si tu l'as mal compris. Comment on est sorti de ces guerres-là? Est-ce qu'elles ont été suffisamment justifiées? Je pense que ça a bien divisé la nation. Après, t'enchaînes sur mai 68 et les premiers mouvements antimilitaristes, antipatriotiques, avec des slogans qu'on entendait, je sais plus mais t'avais des slogans qui étaient vraiment à l'encontre de l'armée. Il y avait pas mal de polémiques à ce niveau-là. Donc ouais, je pense que ça a contribué, surtout dans certains milieux intellectuels, à diviser un petit peu et affaiblir le patriotisme français. C'est dommage, parce qu'en plus on est une sacrée nation qui a une histoire incroyable. J'ai entendu ça il y a quelques temps dans un podcast, un mec qui disait qu'en fait les forces armées dans l'histoire, c'est celles qui sont ressorties le plus gagnantes. C'est nous qui avons le plus de victoires à notre actif. C'est probable. Voilà. Ouais, si tu remontes toute l'histoire de France, toute l'histoire militaire de France, c'est probable. Mais ouais, donc je pense que voilà, il y a eu le mai 68 qui a dû jouer. Après, si on remonte un peu, il y a aussi eu la suppression du service militaire. Oui, c'est vrai que ça... qui joue aussi. Un rite de passage d'ailleurs aussi, hein. Ça aussi c'est un rite de passage, on parlait de ça tout à l'heure, ça en est un pour le coup qui peut te faire passer de l'enfant à l'adulte, quoi. Surtout, après ça c'est mon avis, je sais pas comment c'était fait à l'époque, mais quand je vois les valeurs que l'armée transmet
Et l'esprit de camaraderie, la cohésion qui génère, et le fait que tout le monde soit mis au même niveau, peu importe d'où il vient, en réalité, ce serait un moyen de former un esprit de corps dans la nation qui serait exceptionnel. Après, je pense que quand on entend les récits des anciens, ils l'ont pas vécu de la même manière. Donc, je pense que vu que c'était pas une armée suffisamment professionnalisée comme ça l'est maintenant, je pense que le service militaire n'était pas forcément bien vécu à l'époque. Et puis c'était pas le même contexte aussi. Et puis ça permettait de faire un mélange de classes également, hein, parce que là tu avais le bourgeois qui était mélangé avec en fait t'avais mélange de classes etc. et mélange de toutes les origines différentes. Et dans l'armée en général, quand tu t'entends bien avec tes coéquipiers, il y a aucune distinction qui est faite. Ok. Et donc forcément le CrossFit, comme bon sport américain qu'il est beaucoup imprégné de culture militaire, et notamment avec les fameux WOD Heroes. Donc les WOD Heroes, qu'est-ce que c'est ? C'est des WOD qui tendent à rendre hommage à des soldats décédés au front, et il y en a plein, et font vraiment partie de la culture CrossFit, notamment le MEURF, celui dont on va le plus parler aujourd'hui, qui a lieu tous les ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, un petit peu de l'histoire des WOD Heroes, comment on en est arrivé là, un petit peu, je sais que tu t'es un peu renseigné là-dessus, parce que quand on a préparé la programmation, on a fait nos petites recherches. La création des WOD Heroes, elle s'est faite c'est la continuité logique du fait que les forces opérationnelles aient utilisé le CrossFit dans leur méthodologie d'entraînement. Vu qu'il y avait un lien qui était en train de se faire entre les unités opérationnelles et le CrossFit, il y avait beaucoup de CrossFitters qui étaient eux-mêmes militaires, qui faisaient partie des forces de l'ordre. Et ce qui s'est passé, ça c'était en 2005, donc c'est une opération majeure de l'armée américaine, l'une des plus dramatiques, on va dire. C'est l'opération Red Wings qui a eu lieu en Afghanistan. Donc c'était en 2005, ça a donné lieu à un film et un livre qui sont très intéressants et que je vous conseille de regarder. D'ailleurs, ils sont pas mal. C'est un film avec Mark Wahlberg qui s'appelle Du sang et des larmes, en anglais Lone Survivor, qui est tiré d'une histoire vraie et qui est vraiment bien fait, plutôt bien, assez réaliste, on va dire, pour un film autour des militaires et des forces spéciales, parce que souvent on voit vraiment beaucoup de bullshit. Celui-là est plutôt pas mal, je trouve assez fidèle à la réalité, avec toujours un peu de sensationnel forcément vu que c'est du cinéma, mais ça vaut le coup de le voir. Et le bouquin de Marcus Luttrell, qui est le seul survivant de cette opération, qui a donné, et c'est pour ça qu'il l'a appelé Lone Survivor également, son livre, et c'est l'un des membres de l'équipe du MEURF, donc MEURF qui a donné le fameux WOD Hero, le plus populaire notamment. C'est Michael Murphy, c'est ça. Michael Murphy, le lieutenant, donc c'était le chef d'équipe de cette opération. Si on veut remonter un petit peu l'opération, en gros, ils sont partis en Afghanistan pour obtenir des informations sur un chef taliban, sur un chef insurgé qui s'appelle Ahmad Shah. Et ils sont partis, c'était une équipe Reiki. Donc Reiki, c'est de la reconnaissance longue portée chez les SEALs, donc c'est une équipe de Navy SEALs. Ils étaient 4 et ils sont infiltrés dans les montagnes talibanes. Ils arrivaient sur leur point d'observation pour observer le village. Et là, le problème, c'est qu'ils ont été détectés par un berger qui se baladait. Ils ont été confrontés à un dilemme assez compliqué, voire même très complexe. Celui, soit de le capturer et de le garder avec soi, soit de le relâcher. C'est le chef d'équipe, donc c'est Murphy, qui a décidé de le relâcher, de le libérer. En réalité, il était pro-taliban, il a foncé sur le village et il est allé prévenir les talibans. Et donc là, à partir de là, les talibans sont montés, ils estiment entre 50 et 100 talibans le nombre de talibans qui sont montés sur une équipe de 4. Donc ils avaient l'avantage du terrain, mais de toute façon à 4 et avec le manque de munitions, ils n'auraient jamais pu tenir. Ils ont fait beaucoup de dégâts chez les talibans, mais ça s'est terminé dramatiquement. Ils ont fait des chutes. Ils ont essayé de s'exfiltrer quand ils voyaient qu'ils étaient surpassés en nombre. Et en essayant de s'exfiltrer, ils ont fait des chutes vertigineuses dans la montagne. Donc il y en a qui ont été déjà gravement blessés au moment des chutes. Ils ont continué le combat jusqu'au bout. Et notamment, Michael Murphy, lors de sa mort, il a fait un geste assez héroïque. Ils avaient perdu les communications
Cette opération, ça a été tout un tas d'erreurs qui n'étaient pas forcément liées à la préparation mission, mais qui étaient aussi liées au terrain. Ils n'ont pas pu établir les communications, donc ils avaient rompu les communications, donc ils n'ont pas pu prévenir du fait que les talibans montent sur eux. Et à tout prix, ils essayaient de rejoindre un point où ils pouvaient lancer un appel d'urgence et demander du secours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sous le feu, il a quitté sa position où il était à couvert, le chef d'équipe, Murph, pour aller sur un point exposé, mais en hauteur, où il pensait qu'il aurait pu avoir des communications. Et c'est là qu'il est décédé, il a pris une balle. Mais heureusement, il a pu passer sa communication juste avant de mourir. Donc c'est un geste assez héroïque, et c'est pour ça que ça a donné l'un des premiers Wadiro. J'y reviendrai, en gros, c'est pas le tout premier. Pourquoi ? Parce que la suite de l'opération, c'est encore plus dramatique. Donc là, ils étaient 4, il y en a 3 qui sont décédés dans les échanges de feu. Et il restait juste Marcus Luttrell, qui était le dernier survivant, et Murph avait pu passer son appel radio. Donc là, forcément, en base arrière, ils ont déclenché des secours. Donc il a pu être infiltré, c'est ça ? Voilà, le problème, c'est que le Chinook, c'est un gros hélicoptère de transport qui contenait tout le soutien avec des Navy Seals en renfort pour l'exfiltrer, a été abattu au moment où il arrivait sur la montagne. Il a pris une roquette RPG. Donc c'est une roquette qui peut être lancée à dos d'épaule, enfin au niveau de l'épaule. Et donc l'hélicoptère s'est crashé et il y a eu encore, je crois, 16 décès. Il y avait 8 Night Stalkers, c'est ceux qui travaillent, ceux qui travaillent dans les opérations spéciales aériennes chez les Américains, et 8 Navy Seals. Donc c'est en gros une opération très difficile, dramatique. Je pense que c'est d'ailleurs la plus grave en termes de perte des Navy Seals de toute l'histoire américaine. Et donc après le crash de l'hélico, Marcus Luttrell, il a essayé de s'exfiltrer dans la vallée et il a été recueilli, ça c'est une anecdote intéressante de l'histoire, il a été recueilli par des Afghans qui l'ont soigné, qui l'ont hébergé, qui l'ont protégé, au péril parfois de leur vie, puisqu'ils étaient menacés par les talibans s'ils savaient qu'ils hébergeaient un Navy Seals. D'où le dilemme qu'ils ont dû avoir au moment où ils se sont fait repérer par le berger, parce que tu peux pas savoir de quel côté il est, quoi. Exactement, ouais. Bah, de toute façon, c'est toujours quand tu travailles à l'étranger, tu as toujours un pan de la population qui est avec toi, un autre pan de la population qui est contre toi, souvent. En général, tu luttes contre l'islamisme radical, contre le djihadisme, ou alors contre une force, on va dire, qui terrorise la population. Donc il y a toujours une partie de la population qui est de ton côté. Mais c'est toujours le dilemme de savoir est-ce qu'ils sont de mon côté ou est-ce qu'ils ne le sont pas. Oui, c'est pas marqué sur leur front, quoi. Non, c'est clair. Et là, dans ce cas-là, ça a été dramatique. Ça a eu des conséquences terribles pour l'armée américaine et pour les forces spéciales là-bas. Donc, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans l'hélico, dans le Chinook, dans le CH-47, il y avait JT, donc je crois que c'est un officier de l'armée américaine qui est décédé, donc c'était un Navy Seals aussi. Et c'est du coup le premier WOD Hero qui a été créé. Donc en fait, tout est lié, la création des WOD Hero, elle est liée à cette opération Red Wings en 2005. C'est à ce moment-là que CrossFit s'est dit, on va créer un WOD Hero pour lui rendre hommage à JT, et quelques jours plus tard, le WOD Hero pour Murph a été créé. Sachant que JT, je sais pas si c'était son entraînement, ou JT pour ceux qui savent pas, le WOD, ce que c'est 21-15-9, keeping handstand push-up, ring dips et push-up. Ouais. Je sais pas si c'était son entraînement, mais je sais que généralement c'est ce qu'ils essayent de faire. Par contre, Murph, littéralement, c'était son entraînement. Il appelait ça le body armor, on avait regardé. Ouais, c'est ça. Ça faisait partie vraiment de sa préparation, quoi. Ouais, il s'entraînait régulièrement. C'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs ce WOD pour la programmation qu'on a créée. C'est un condensé simplifié de plein d'efforts militaires, les grands classiques, la course à pied, avec un peu de lest. On travaille souvent des longues marches avec le sac, des longues courses avec le sac, des tractions,
Quand on peut les faire stricts, c'est encore mieux. À l'armée, c'est strict. Le butterfly n'existe pas quasiment. Ou alors lors des entraînements spécifiques. Et après, des pompes, des squats et de nouveau de la course à pied. Et donc ta fameuse endurance des jambes, là, pour le coup, on la retrouve bien, quoi. Enfin, ouais. On retrouve, en fait, c'est un WOD à la fois d'endurance musculaire, aussi bien sur le haut du corps que le bas du corps, le tout avec une charge additionnelle que tu portes sur toi, avec en plus en fond de l'aérobie au début et à la fin. Donc c'est vrai que c'est en totale corrélation avec ce que tu nous as dit au début, quoi. Oui, et puis en fait, ça colle bien aux contraintes opérationnelles. Quand tu es sur base à l'étranger, parfois tu n'as pas beaucoup de matériel, tu as juste besoin de ton gilet, d'une barre de traction, et tu peux faire le WOD. Donc tu peux maintenir une bonne capacité physique avec très peu de matériel. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et c'est pour ça qu'à mon avis, qu'il le choisissait, Murph, comme son entraînement référence. Et donc, bon, forcément, c'est l'un des WOD Hero qui est le plus facile à appliquer, qui est le plus complet, et sur lequel on peut créer une programmation de prépa physique complète autour pour le préparer. Ça vaut le coup de travailler autour, et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc ce projet de programmation, ça fait un moment que je l'avais, en tout cas que je voulais le faire avec Alex. Forcément au début c'était un peu compliqué parce que comme je vous l'ai dit et comme il l'a très bien dit lui-même, il n'avait pas forcément envie de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, pas forcément envie de créer du contenu, et il n'avait pas non plus forcément l'expérience et le recul nécessaire pour produire ce genre de choses. Donc on s'est réparti le travail de la manière suivante. Moi j'étais plutôt sur la forme, et toi plutôt sur le fond, et on va bien évidemment parler du fond aujourd'hui, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc comme on l'a dit, on a choisi parce que c'est un WOD Hero, un WOD emblématique qui parle à un grand nombre, et c'est un WOD qui est ultra complet, et qui permet vraiment de développer une capacité, enfin des capacités physiques, et une condition physique générale, et en plus de ça, qui s'adapte au corps d'armée. Donc voilà, on a vraiment réussi à trouver un espèce de combo qui compile un peu tout. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche, ta logique, sur la construction de la programmation et les problématiques auxquelles on a voulu répondre aussi? Quand on a construit la programmation, l'objectif c'était vraiment d'avoir une programmation sur 3 mois, puisqu'en général les militaires qui partent à l'étranger, ça va être pour une durée de 4 mois maximum. Donc c'est pour qu'ils puissent la suivre à l'étranger si jamais ils sont sur base opérationnelle et qu'ils ont à disposition une salle de sport, parce qu'il y a besoin quand même d'un petit peu de matériel. Donc ils ont besoin d'avoir une salle de sport. Mais en général, c'est des salles de sport assez basiques qu'on retrouve à l'étranger, sur toutes les grandes bases et missions à l'étranger. Et tout le matériel qu'on a utilisé, c'est du matériel classique qu'on peut retrouver dans ce genre de contexte. Donc voilà, on a utilisé du matériel relativement simple, pas de machine complexe, et on a fait des séances qui sont plutôt assez courtes. En général, la séance 1, elle va durer peut-être 1h30, je pense, tout compris, c'est la plus longue. Mais toutes les autres, elles peuvent se faire assez rapidement. La deuxième, entre 1h et 1h15. Et la troisième... Je te coupe un petit peu, mais justement, en termes de format, un peu, est-ce que tu peux expliquer pourquoi on a opté? Il faut savoir qu'on a fait une programmation semi-personnalisée. Donc, si tu peux expliquer ce que c'est que le semi-personnalisé dans ce cas-là, et un petit peu comment tu as un peu l'armature de la programmation. Ouais, l'armature, en gros, il y a 8 séances par semaine, mais en réalité, on va en réaliser entre 3 et 5 selon la dispo de temps qu'on a devant nous. Donc il y a 3 séances de base qui, celles-là, de toute façon, il faut absolument les faire. C'est les séances principales. Parmi ces 3 séances principales, on retrouve une séance gros volume de travail, plutôt de l'endurance musculaire, endurance de force. Une deuxième séance conditioning, autour de la course à pied. Et une troisième séance spécifique, qu'on appelle simulation, puisqu'au moins une fois par semaine, on fait un WOD type Murph en simulation, ça va être des décomposés du Murph ou des entraînements qui sont proches de l'entraînement final qu'on va retrouver sur le Murph, et sur lequel on pousse un petit peu l'intensité, et comme ça nous fait un chrono référence, et au moins une fois par semaine, on essaie de se challenger. Oui, puis surtout, ça te permet de te conditionner à la typologie d'effort. En gros, entre guillemets, pour caricaturer un peu, la séance 1 et la séance 2 sont des séances de construction. La séance 3, c'est plus une séance de mise en place de ce qu'on a construit, quoi. Ouais, c'est ça. Mais même si forcément, la séance 3, quand vous faites des WOD, vous travaillez aussi votre endurance musculaire, etc. Ouais, donc, bien sûr. Tout est construction, entre guillemets. Ouais, mais un peu plus spécifique sur la séance 3. Donc ça, c'est les 3 séances de base. Et ensuite, on retrouve 5 séances optionnelles. Donc on a une push, une pull,
une legs, une condi et une préhab, prévention des blessures. Donc l'objectif, c'est de faire simplement de la semi-personnalisation. C'est de faire en sorte qu'en fonction d'un barème et d'une semaine de tests qui sont établis sur la première semaine de la programmation, en fonction des résultats que vous avez sur vos tests de la première semaine. Sachant qu'il y en a une sacrée batterie quand même. Ouais, il y a une bonne batterie, ça dure 7-8 tests à peu près, quelque chose comme ça. Il y en a pour une petite semaine à voilà. faire. Ça se fait tranquillement. Il y a par exemple un 5 RMO développé couché, il y a sa VMA, enfin voilà, il y a ce genre de choses quoi. Ouais, exactement. Et en fait, en fonction du barème des résultats de vos tests, là vous allez déterminer vos forces et vos faiblesses et vous allez pouvoir personnaliser votre programmation en piochant chaque semaine parmi ces 5 séances optionnelles. Par exemple, si vous avez une faiblesse sur le bas du corps, sur les membres inférieurs, sur les tests, ça vaut le coup de rajouter au moins une fois par semaine la séance optionnelle sur les legs. Voilà. Ce que vous savez, les séances optionnelles, elles sont très courtes, elles font environ 45 minutes à peu près. Bah, de toute façon, moi, c'est un peu ce sur quoi j'ai insisté avec Alex. C'est le fait d'avoir quelque chose qui s'intègre facilement à l'entraînement de quelqu'un. Même si, bon, il est vrai que si vous faites la prog Murph, elle est difficilement quand même conciliée avec une autre programmation haute intensité. Mais en tout cas, on voulait que que vous passiez pas 4 heures dans la salle, quoi. Que ce soit simple, efficace et aussi qu'on puisse adresser un maximum de personnes. Ce qui est un peu la problématique des programmations génériques. T'as forcément un panel de gens qui achètent, qui vont du simple débutant ou des fois aux personnes très très avancées. Donc comment tu fais pour concilier ça et que chacun s'y retrouve. Donc le semi-personnalisé, c'est Alex qui a poussé pour ça par contre. Et c'est vrai que pour le coup, ça permet même de garder un peu de variété dans la programmation en fait. Parce que même si oui, c'est clair. on voit où est-ce qu'on est faible, on peut se décider même de travailler sur... parce que si on aime bien l'aérobie, on n'est pas forcément faible en aérobie, mais si on a envie de faire 2 séances d'aérobie par semaine, c'est possible, quoi. Ouais, complètement. Donc ça permet de se construire une programmation qui nous ressemble et qui nous fait plaisir. Bah là, par exemple, il y avait Gab qui a suivi la programmation. Des fois, il faisait 3 séances optionnelles par semaine. Ouais. Alors, on recommande entre 3 et 5 séances. 6 séances, ça commence à être costaud. Lui, c'est un costaud aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Il faisait du 6 entraînements semaine. Mais il a bien suivi. Quand je dis entre 3 et 6 séances par semaine, c'est en incluant les 3 principales. Les 3 principales. Parce que sinon, ça... Ouais, donc ça fait en gros, entre 3 et 6 entraînements par semaine, c'est très bien. Sauf si vous voulez faire du quotidien et que vous êtes un malade mental ou que vous êtes au chômage. Mais voilà, non, c'est pas forcément recommandé. Ouais, 3 et 6, c'est très bien. Et après, on a décomposé en 3 cycles principaux, donc 3 mois. Premier mois, la capacité de travail. Donc augmenter l'endurance musculaire, la capacité des tissus à supporter un effort important, mais plutôt à intensité modérée sur le premier mois. Deuxième mois, développement des qualités fines, donc par exemple la puissance et l'explosivité. Donc c'est beaucoup de travail de puissance avec des exercices spécifiques, de la pliométrie, des lancers, des pull-ups mais en version dynamique, avec une assistance élastique, ce genre de travail, donc vraiment pour développer les qualités fines. On arrive sur le deuxième mois, on arrive aussi un peu plus sur le spécifique. À la fin du deuxième mois, il y a un test Murph, premier test Murph sans équipement. Donc sans gilet. Sans gilet. Et à la fin du troisième, donc on passe au troisième mois. Troisième mois, c'est vraiment la partie spécifique, donc on repasse sur du pur spé orienté sur le WOD final qui sera le Murph. Et on termine forcément à la fin de la programmation avec le fameux test Murph, et on essaie aussi de transmettre un petit peu l'aspect hommage et l'état d'esprit autour du Murph. Le but, c'est pas forcément de faire une performance exceptionnelle sur le Murph, c'est pas de se gargariser et de mettre en avant son ego, sa performance, c'est surtout d'avoir utilisé la programmation pour être devenu le plus complet possible, de rendre hommage aux soldats qui sont décédés, à tous les gens qui ont fait le sacrifice ultime, justement au contraire de mettre un petit peu son ego de côté pour une fois et de se mettre dans le dur avec un WOD qui est extrêmement challengeant. Il est extrêmement dur, c'est l'un des plus durs. Même quand on le prépare. Ouais, même après une longue préparation, c'est vraiment de la souffrance, c'est très dur. Mais c'est atteindre du coup un challenge difficile à atteindre sans préparation. C'est au travers de la programmation qu'on a faite, qui est très complète, on essaie de brasser un panel de compétences qui est large et de qualité physique qui est assez large. Vous arrivez à avoir une préparation physique complète, rendre un hommage, penser un petit peu aux autres, à ceux qui nous protègent,
et en plus devenir les plus complets possibles. Donc on essaie de brasser pas mal d'objectifs différents. Je pense notamment au travail pliométrique qu'on va retrouver dans la programmation. C'est vrai qu'en CrossFit, le travail de pliométrie va se limiter au double under et au box jump over, quoi. Et puis c'est du travail de pliométrie qui est transformé en travail d'endurance. Donc c'est pas du travail de pliométrie à fortiori. Donc là, on a vraiment mis en place du travail qualitatif avec beaucoup de sauts en broad jump ou en hauteur, etc. Avec de l'unilatéral sur une jambe, etc. Donc vraiment, on s'est pas contenté, si vous voulez, de vous mettre des formats de WOD qui varient du Murph le vendredi, quoi. Ça va un peu plus loin que ça. En fait, l'objectif, c'était de vraiment faire le lien entre les pratiquants de CrossFit en général et le monde militaire et les efforts militaires. C'est le but aussi de ces WOD Hero, ils servent à ça. Et quand tu combines les deux, mine de rien, tu tires un petit peu le bénéfice de tout, surtout quand tu y ajoutes des mouvements de musculation, de la pliométrie, de la puissance, en fait tu obtiens une programmation physique quand même qui est très complète et que tu peux faire à n'importe quel moment de l'année sans aucun problème. C'est vrai que si jamais il y en a qui sont intéressés par la programmation, vous n'êtes pas obligé de la faire avec un objectif de faire le Murph au moment de l'anniversaire du Murph. Je sais pas si on dit anniversaire, on dit plutôt l'hommage. C'est plutôt un hommage, le Memorial Day. Ouais. Memorial Day. Ça peut se faire à n'importe quel moment de l'année si, encore une fois, vous voulez avoir une condition physique globale. Je sais que ce temps-ci, l'Aerox a le vent en poupe. Typiquement, en termes de durée d'effort, en termes de demande, en termes de qualité physique, on est sur quelque chose d'assez similaire. Il y a plus de haut du corps, mais on est sur un effort entre 50 minutes et 1 heure. On est sur du travail d'endurance sur les jambes. Voilà, c'est ça. Même quelqu'un qui fait de l'Aerox, ça peut être intéressant hors saison. Je sais pas s'ils ont une saison d'ailleurs, les mecs qui font de l'Aerox, mais en période un peu hors compétition de travailler là-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu m'as dit que tu voulais aussi qu'on parle un petit peu, parce qu'on parle beaucoup des militaires américains depuis tout à l'heure, on en a pas mal parlé, mais de parler un petit peu aussi des militaires français. Ouais. Et on a aussi des WOD Hero qui leur sont dédiés. On aurait bien aimé faire une programmation notamment sur les militaires français. Le problème, c'est l'aura qu'il y a autour du Murph qui arrive à fédérer tellement de personnes que c'est vraiment le WOD référence. Et au travers de ce WOD, au final, tous les pratiquants dans le monde, ils ne font pas qu'honorer la mémoire de Murph. Ils honorent aussi tous les soldats qui sont décédés, tous les militaires, les forces de l'ordre, les pompiers. Donc c'est vraiment de toute façon, ça se fait le jour du Memorial Day aux États-Unis, donc qui est en référence à tous les opérationnels de l'armée, des États-Unis. Donc au final, voilà, si on avait pu le faire avec un soldat français, ça aurait été encore mieux. C'est juste qu'il n'y a pas la même aura. Et donc là, ce qu'on aimerait vous faire, c'est un petit aparté sur nos fameux militaires qui sont décédés. Pourquoi ? Parce que même en France, on a des WOD Hero qui ont été créés en hommage à nos soldats décédés. Donc là, on va parler par exemple des 3 derniers, les plus importants, c'est 4 forces spéciales qui sont décédées dans les 10 dernières années et qui ont donné lieu à la création d'un WOD en hommage. Donc si on remonte, on a le fameux Denzel, donc c'est un CPA-10 qui est décédé au Mali en 2014. Un peu après, donc ça a donné lieu à un WOD hommage, donc c'est un membre des commandos parachutistes de l'air. Tu les as les WOD, comme ça on peut les mettre en acer. Voilà. Ouais, il faudra les mettre en acer, Paul. Comme ça, on les mettra en grand, et si vous pouvez les réaliser à n'importe quel moment de l'année, c'est pas forcément le jour de leur décès ou autre. C'est toujours bien parce que ça fédère les gens, ça donne un esprit de groupe et ça vous permet de parler, de continuer d'honorer leur mémoire. Ensuite, on a Stéphane Grenier, donc là c'était un membre de mon unité qui est décédé en Syrie en 2017. Pareil, il y a eu un hommage, ça s'appelle le WOD Grunts, qui a été créé également. Et après, vous avez, qui a été beaucoup plus médiatisé, c'est le décès de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. C'est 2 commandos Hubert qui sont décédés, la date, j'ai un doute, je crois que c'est en 2023, il me semble. Non, pardon, 2019. Pour aller sauver un couple. Ouais, en 2019, c'était au Burkina Faso, sur une libération d'otages qui s'est bien déroulée. En tout cas, les otages ont été libérés, mais malheureusement, il y a eu le décès de ces 2 commandos Hubert, notamment le commando Hubert qui est
une excellente unité qui est très réputée dans le monde des forces spéciales partout dans le monde. Et c'est très dommage d'avoir perdu des hommes de grande valeur comme eux. Et ça a donné lieu à un hommage national. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi. Et le WOD s'appelle le DNB et il se fait en binôme. Donc ouais, très bon WOD hommage aussi à faire dans vos box. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a à peu près tout dit. On espère que ça... Enfin, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça. Bah si, par rapport à tout ça, justement sur l'état d'esprit. Oui, pardon, c'est vrai qu'on avait Ouais. dit parler de ça. Je me disais L'état bien. d'esprit, moi ce que j'ai trouvé dommage ces derniers temps quand j'observais un petit peu ce qui se passait autour du Murph, c'est qu'on était plus autour de la performance que de l'hommage en lui-même. Donc plutôt que de se fixer un chrono, quand vous le faites, essayez vraiment de penser à pourquoi vous le faites. On est là pour rendre hommage, on n'est pas là pour briller nous-mêmes. Au contraire, on est là pour se mettre un petit peu de côté et rendre hommage à ceux qui nous servent, ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour qu'on puisse justement avoir la chance de simplement comprendre que l'effort est un luxe. En fait, là, on a la chance de pouvoir s'entraîner. C'est un effort choisi. C'est un effort choisi. C'est des moments partagés qui, en général, sont des très bons moments. Pour nous, c'est du loisir. Pour certaines personnes, c'est un mode de vie, c'est leur métier. Et de leurs conditions physiques dépend parfois leur survie, leur propre survie ou celle des otages. Donc, Ou de leurs camarades. ou de leurs camarades, de leurs coéquipiers. Donc plutôt que de comparer ces temps, surtout quand on voit certaines personnes qui laminent les reps sur un WOD comme le Murph, c'est extrêmement difficile d'avoir une régularité, une propreté gestuelle, mais il faut se l'imposer. Pourquoi ? Parce que justement, on n'est pas là pour briller, on n'est pas là pour faire le meilleur chrono possible, on est surtout là pour honorer. Et donc, plutôt que de laminer les reps, essayer de se faire juger, d'accepter d'avoir un juge à côté de soi, ça c'est une bonne chose. Comme ça, on rend réellement hommage à la personne qui est décédée, on fait des reps propres, on souffre en silence, on va jusqu'au bout de l'effort. Et après, en plus, on est extrêmement fier de soi si on a fait un WOD propre plutôt qu'un WOD bâclé. Et en plus, on vient se vanter derrière de son temps. C'est pas l'objectif principal, surtout c'est de faire une programmation qui vous amène à être les plus complets possible, de faire un bel hommage, et après vous serez extrêmement fiers de vous, et je pense que vous le retiendrez. En plus, ce type d'effort, tu t'en souviens presque toute ta vie, quoi. Pour l'avoir fait, c'était la deuxième fois il n'y a pas longtemps, c'est vrai que déjà, belle leçon d'humilité, parce que malgré moi je ne l'ai pas préparé pendant 3 mois, je l'ai préparé pendant 10. Ça ne m'a pas empêché de souffrir et de me faire surprendre. Je regrette d'ailleurs parce que je t'écoute parler, et c'est vrai que moi malheureusement je pense dans ma prépa j'étais un petit peu trop axé performance, un peu trop tourné vers moi, et c'est vrai que j'ai pas, je pense, saisi autant que j'aurais dû un peu ce côté hommage. Donc c'est bien, c'est bien. Non mais je veux dire, c'est bien. T'as eu quand même moi j'ai trouvé que t'as l'amour du geste, donc déjà t'as eu à cœur de faire des belles reps pendant toute ta prépa, et ça déjà c'est l'un des reproches principaux que je peux faire à certains pratiquants qui se lancent dans le Murph. C'est dommage de le bâcler comme ça. Je pense que j'ai quand même j'ai quand même eu vachement l'objectif de faire un temps, etc. Oui, de bien montrer sûr. que j'étais capable, malgré le fait que je viens de la gym, de pouvoir faire quelque chose de correct. Alors que c'est, comme tu l'as dit, c'est pas forcément l'objectif. Alors après, vous allez me dire, chacun fait ce qu'il veut avec tel objet. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de l'aborder comme ça. Voilà, et de toute façon, comme tu l'as dit, l'état d'esprit, ça fait beaucoup. Et peut-être que si je l'avais abordé de cette manière-là, j'aurais peut-être été un peu plus détaché de certains mauvais entraînements, ou peut-être du résultat final d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Voilà. Non, c'est clair. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu. J'ai enfin réussi à faire un podcast avec Alex. Voilà, on espère que ça vous a plu. On a parlé de sujets qui sont extra sportifs, du monde militaire. Bien évidemment, je ne me serais pas permis d'aller sur ces sujets-là sans quelqu'un qui était du métier avant. Et voilà, on espère que vous avez trouvé ça pertinent, sympa. Ceux qui veulent se lancer la programmation, ben écoutez, c'est le moment instant promo. Le lien, il est sous la vidéo. Et puis voilà, c'est l'année prochaine, on en reparlera un petit peu. On mettra peut-être un peu la programmation à jour, mais globalement, vous avez déjà un super produit, vous avez déjà de quoi faire un beau truc. Et voilà, on espère que ça va vous plaire. Et puis à une prochaine. On fera certainement d'autres vidéos avec Alex, peut-être pas sur le Murph, mais sur d'autres trucs. On a fait une vidéo de gamme athlétique, comme j'ai dit au début. On en fera peut-être d'autres, voilà. C'est vrai. Mais avec plaisir. Allez, à une Merci prochaine. Salut, ciao.